Alors en manchette aujourd'hui, contribution bonifiée au projet de travailleurs de rang à Sainte-Élisabeth et le candidat à la chefferie du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, sur notre plateau. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du lundi 28 septembre. Bien content de vous retrouver. Alors tel qu'indiqué en manchette, le candidat à la chefferie du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, était récemment de passage sur notre plateau. On poursuit donc notre série de rencontres avec les candidats à la chefferie du Parti québécois. On se souviendra que la circonscription de Berthier a longtemps élu des députés péquistes. Le parti a encore des racines dans la région et l'élection d'un nouveau chef le 9 octobre pourrait redonner de l'élan à ce parti. Lors du dernier scrutin, on se souviendra que Caroline Proulx a profité d'une grosse vague caquiste dans la province, mais lors du prochain scrutin, la bataille pourrait être plus serrée dans le comté. C'est notamment dans ce contexte-là que nous vous présentons cette série de rencontres avec les candidats à la chefferie du PQ. Voici la première partie de l'entrevue que Paul Saint-Pierre Plamondon nous a accordée. Alors, nous recevons aujourd'hui en studio un des 4 candidats dans la course à la chefferie du Parti québécois, M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Bonjour, M. Plamondon. Bonjour. L'identité du nouveau chef sera connue le 9 octobre et le vote se tiendra du 5 au 9. Paul Saint-Pierre Plamondon est avocat de formation. Il détient aussi un MBA, comme on le prononce, qu'il est allé chercher à l'université Oxford en Angleterre. Oui. Il s'est fait connaître comme l'un des fondateurs du mouvement Génération d'idées et comme orphelin politique avec Mélanie Joly. Les deux sont maintenant en politique active et ont choisi des camps différents, elle avec les libéraux fédéraux, lui avec les souverainistes du Parti québécois. C'est sa deuxième tentative pour devenir chef du PQ. Il avait été devancé par Jean-François Lisée la dernière fois. Il s'était aussi présenté pour le PQ lors du dernier scrutin général dans la circonscription de Prévost. Il a terminé deuxième derrière Marguerite Blais, portée par la vague caquiste et aussi déjà bien connue pour avoir été ministre libérale auparavant, ainsi qu'animatrice de télévision. Alors ça situe un peu le personnage. Paul Saint-Pierre Plamondon, on le rappelle, affronte dans cette course Guy Nantel, Sylvain Gaudreault et Frédéric Bastien. Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, pourquoi d'abord est-ce que les militants devraient vous choisir? Bien, parce que je combine une bonne compréhension du parti. Non seulement j'ai fait la chefferie de 2016, mais après j'ai étudié le Parti québécois dans le détail dans le cadre d'une tournée qui s'appelait « Oser repenser le PQ ». En 2018, lors de la campagne nationale, c'est moi que le parti a choisi aussi pour aller sur les tribunes comme RDI puis LCN quand ce n'était pas le chef qui débattait. Donc j'ai de l'expérience politique, je connais le parti, je sais dans quoi je m'embarque, bref, je ne suis pas un apprenti sorcier. Mais en même temps, on ne peut pas dire que j'incarne la continuité. Au contraire, j'ai toujours milité pour des changements dans le Parti québécois, j'incarne un renouveau, j'incarne une image aussi dynamique, énergique, rajeunie, dont le parti a besoin, je crois. Donc, je pense que c'est ce dont le parti a besoin au moment où, il faut le dire, là, on est un parti à rebâtir. C'est-à-dire que si on se ferme les yeux devant le fait que le résultat électoral de 2018 a eu des conséquences, a frappé fort, si on se ferme les yeux devant le fait qu'on est à la croisée des chemins et qu'on doit absolument rebondir, puis qu'on choisit la continuité, la même recette à gâteau, la même approche, comme si tout allait bien, moi je pense qu'on ferait une erreur. Donc, la force de ma candidature, c'est de rassembler des gens autour de la mission de rebâtir le camp du oui, de relancer le parti, avoir du dynamisme en même temps que d'avoir de la crédibilité et de la rigueur. Puis moi, je pense que cette combinaison-là, aussi avec le fait que je vais être un chef extra-parlementaire, donc ça veut dire que je vais être sur le terrain constamment, dans les cégeps, dans les universités, dans les municipalités, en disant il faut parler de notre avenir, il faut parler d'indépendance, on a un projet de société emballant. Ça aussi, c'est utile pour le Parti québécois à une époque où vraiment on est à la croisée des chemins, on joue notre survie. Une course à la chefferie, bien sûr, ça suppose de proposer des idées, mais c'est aussi une course aux appuis à l'intérieur du parti et même avec les sympathisants qui peuvent voter. Pour l'instant, vous avez l'appui de l'ancienne ministre péquiste Louise Beaudoin, c'est un appui de taille. Dans sa lettre, elle indique justement que le PQ est en position précaire, oui, que vous êtes le mieux placé pour assurer une forme de transition vers une nouvelle génération. Vous avez aussi eu l'appui de 3 anciens présidents de l'aile jeunesse du PQ. Donc, plusieurs vantent votre capacité d'attirer les jeunes au PQ, mais pour gagner, vous devez convaincre les militants de toutes les générations. Exact. Ça, vous pensez être en mesure de
rallier les péquistes de toutes Oui, les en fait, générations et même au-delà des péquistes Oui, de mais en fait, longue c'est date. intéressant parce que vous parlez de Louise Baudouin, Mhm. qui est une figure très importante de l'histoire du mouvement, qui a eu énormément d'impact. J'ai aussi eu plus tôt dans la course l'appui de Lucien Bouchard. Oui. Donc, il y a, si je parle de Romain Gagné, de Robert Loisel, il y a aussi des organisateurs du Parti québécois de longue date Oui. qui m'ont choisi et qui m'appuient. Donc, il y a vraiment un groupe dans les militants de la première heure qui sont là à mes côtés. Et il y a les 3 derniers présidents des jeunes péquistes, donc 5 ans de militance jeunes qui disent, nous, la personne avec qui on veut travailler, c'est Paul. Donc, je pense que ça démontre justement la capacité d'allier, de rassembler toutes les générations. Il y a aussi la question de rassembler toutes les régions. Parce que si on se définit seulement comme le candidat des régions ressources, des régions éloignées, je regrette, là, mais pour prendre le pouvoir, on va devoir convaincre des gens dans le 450, on va devoir convaincre des gens dans le 819. Et ça, bien, je pense avoir une candidature avec mon profil de jeune famille, mon profil de personne qui a vécu dans la grande région de Montréal. Je pense que j'ai une capacité à rassembler tant sur le plan régional que générationnel. Même chose aussi dans le fait de ne pas traiter les autres candidats de non lorsqu'ils ne sont pas assez à gauche ou pas assez à droite à mon goût, là, mais on a vu certains candidats traiter de Donald Trump les autres candidats lorsque la position était jugée trop à droite. Moi, ce que je dis depuis le début de la course, c'est si on veut un pays, il va falloir être capable d'accueillir autant des gens à droite que des gens à gauche, tant qu'ils sont d'accord sur le projet de pays, l'indépendance. Bien, il va falloir être une coalition à nouveau. D'ailleurs, les fois où le Parti québécois a véritablement eu du succès, c'est lorsqu'il y avait un objectif concret pour l'indépendance dans le temps et lorsqu'on disait ouvertement, nous sommes une coalition, il n'y a pas de problème, on n'est pas obligé de s'insulter entre gens de gauche et de droite, là. On va être en mode collaboratif parce qu'on a un objectif commun qui nous dépasse, qui est beaucoup plus important, c'est celui de l'indépendance du Québec. Puis ça, c'est ce que je propose. Et qu'est-ce que vous comptez faire d'ici la fin de la course pour vraiment vous présenter comme le rassembleur, non seulement des générations, mais aussi des souverainistes purs et durs, des souverainistes mous? On sait qu'il y en a beaucoup des souverainistes mous qui sont allés à la CAQ lors du dernier scrutin. Oui. Donc, c'est de mener campagne sur la base du projet d'avenir qu'on a. Donc, mon slogan, c'est oui. Je viens de publier un livre qui s'appelle Rebâtir le camp du oui, où est-ce que j'explique dans le détail comment on va relancer l'idée d'indépendance, à quel point aussi elle est actuelle. Donc, c'est sûr que si on présente l'indépendance avec les pancartes de 1995, comme si c'était un projet du passé, mais c'est sûr que ce n'est pas la même chose que si on dit non, en fait, moi j'ai du visuel pour le prochain référendum et je parle de la crise de la COVID qui est récente, dans laquelle on est. Puis on parle du fait qu'on n'avait pas le contrôle de nos aéroports quand il y avait seulement 40 infections. On n'avait pas le contrôle de nos frontières. C'est le fédéral qui a vraiment dormi pendant des jours et des jours, puis ça a eu des conséquences graves. Pas le contrôle de notre armée, pas le contrôle du plan de relance économique. Donc ce sont nos impôts, mais Justin Trudeau décide qu'il dépense à tout azimut la PCU avec des conséquences d'endetter de 400 milliards de dollars en seulement un an. Il endette tout le monde, on n'a pas le contrôle. Pourtant, c'est notre argent, ce sont nos impôts. Donc, je pense que quand on en parle en termes concrets d'aujourd'hui, puis on dit c'est un projet d'avenir, puis c'est un projet de société, il y a plein de gens qui vont écouter à nouveau parce que, au fond de nous-mêmes, je pense qu'on porte toujours le projet de pays, puis intuitivement, on le sait qu'on s'est trompé en 95. Parce que qu'est-ce qui a découlé de 95 après? Bien, le gouvernement Charest, qui était le camp du non, avec toute la corruption, puis les mêmes espèces d'allégations mensongères que ce qu'on a connu pendant le référendum. Puis ensuite, on a eu Philippe Couillard. On a eu un déclin de la langue, un déclin de nos intérêts économiques, un déclin de notre culture. Donc, c'est l'heure des bilans. Puis moi, je pense que ce qui va convaincre des souverainistes mous qui ont voté CAQ la dernière fois pour être sûr de remplacer les libéraux, ce que je respecte, ou des gens qui ont voté Québec solidaire, la seule façon, c'est de dire, nous, on est sérieux. Si vous votez Parti québécois, vous déclenchez le processus d'accession du Québec à l'indépendance. C'est ça. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de tactique. C'est honnête, c'est direct. Puis c'est ça notre projet. Si vous êtes d'accord avec ça, votez pour nous. Puis moi, je pense qu'on va être surpris de voir le nombre de Québécois qui vont se dire je fais le bilan là, depuis 1995, puis ils ont raison. Puis moi, s'il y a un référendum, je vote oui. Puis j'en veux un, je veux du changement, je veux d'autres choses que Justin Trudeau, Stephen Harper, puis toutes ces folies-là. Je veux être maître chez nous, comme on disait dans le temps de Jean Lesage. Moi, je pense que les gens vont réagir beaucoup plus qu'on pense si on a cette honnêteté-là, cette façon d'en parler de manière fière, directe, pas en tournant autour du pot. C'est ça qu'on est. On en est fiers. Voulez-vous embarquer avec nous? Moi, je pense qu'il va y avoir des résultats.
De son côté, votre rival Frédéric Bastien, il a quand même le mérite de soulever plusieurs bonnes questions, notamment là, à propos de l'impact sur le Québec de l'interprétation de la Charte des droits et libertés du père Trudeau par les juges là, de la Cour suprême. Ça peut avoir un grand impact sur le Québec. Vous préconisez notamment le recours systématique à la clause dérogatoire dorénavant là, pour les nouvelles lois adoptées. Là. Oui, sur René Lévesque, en fait, c'était ça la doctrine du Parti québécois. Donc, évidemment qu'on veut qu'il y ait des droits et libertés respectés au Québec, puis on a une charte québécoise. Là. Mais, est-ce qu'on est obligé, comme Québécois, qu'on est une démocratie, on fait nos choix? On l'a vu pour la laïcité, on a fait une loi qui s'appelle 21. Puis là, le fédéral va nous dire si on a le droit ou pas de le faire, suivant son propre système juridique. Moi, je pense qu'on peut, puis on doit, dorénavant, juste simplement faire le choix de dire on va avoir nos propres tribunaux qui examinent chaque loi, c'est normal, mais on ne se soumettra pas au régime juridique fédéral, notamment pour la loi 21. Frédéric Bastien dit qu'il faut vraiment sortir ce débat-là du système juridique fédéral. Je pense qu'il a raison. On est une démocratie, puis on a le droit, comme démocratie, comme nation, de faire nos propres décisions sans que le système fédéral vienne ensuite nous dire ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. On a le droit à l'autodétermination. C'est d'ailleurs dans toutes les conventions internationales. Puis moi, je ne vois pas pourquoi on ne défendrait pas ce droit-là à l'autodétermination. Et parmi les autres idées intéressantes avancées par M. Bastien, il y a celle de faire adopter une motion à majorité à l'Assemblée nationale pour demander aux autres provinces et au gouvernement fédéral de venir négocier, de venir apporter des changements constitutionnels, de venir donner plus de pouvoir au Québec, que ça forcerait le jeu, ça forcerait les fédéraux à, entre guillemets, se commettre et peut-être que le Québec pourrait obtenir de nouveaux pouvoirs. Et faute d'en obtenir de nouveaux, ça montrerait aux Québécois qu'il est difficile de réformer le fédéralisme canadien. Ça, c'est beau sur papier, mais c'est pas ça qui va arriver. Là-dessus, qu'est-ce qui va arriver selon vous? Autant je suis d'accord avec Frédéric Bastien sur une approche frontale avec le fédéral, c'est-à-dire ne pas s'empêcher de légiférer quand c'est une compétence fédérale, dénoncer les excès, les empiètements du fédéral. Ça, là-dessus, Frédéric Bastien et moi, on est entièrement d'accord. Lui, il dit qu'il y a une obligation juridique pour le fédéral de négocier lorsque le Québec demande une négociation constitutionnelle. En fait, quand on lit correctement, notamment le renvoi sur la sécession, ce que ça dit, c'est que la Cour dit en cas de sécession, en effet, il y aura une obligation de négocier de la part du fédéral. Mais sachez que même en cas de sécession, jamais nous, comme Cour, on va intervenir pour forcer qui que ce soit. Donc, une obligation juridique, s'il n'y a pas de cour, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de policier, il n'y a personne pour obliger quoi que ce soit, qu'est-ce que vous pensez que ça va donner? Ça va donner la même chose que ce qu'on a vu avec l'initiative de Philippe Couillard. Québécois, notre façon d'être Canadien, ils ont envoyé des demandes à Ottawa. Ottawa a fait le mort. Récemment, la CAQ a fait de nombreuses demandes au fédéral. Là, en ce moment, on parle de transfert en santé. Ça va finir exactement de la même manière que pour l'impôt unique, les frontières et l'immigration. Silence radio. Puis, ce que je redoute, moi, de l'approche proposée par Frédéric Bastien, c'est que nous, comme parti indépendantiste, on va essayer de faire croire aux Québécois que maintenant, tout d'un coup, on veut négocier avec le fédéral parce qu'on croit au fédéralisme renouvelé, qu'on croit à l'autonomisme, qu'on croit à l'affirmation nationale de Pierre-Marc Johnson. Il n'y a personne qui va nous croire, puis ça va démobiliser les indépendantistes qui, eux, croient qu'on a fait le tour de toutes ces questions-là, puis qu'on a un projet de société, puis que notre avenir, c'est de parler de notre projet de société de manière directe, sans tactique. Surtout que M. Bastien a un peu dit sa tactique à l'avance. Ce n'est pas comme si c'était un gros secret. Donc, de penser que le fédéral va naïvement se pointer à ces négociations-là, puis qu'ensuite ça va bénéficier au mouvement, moi je pense que ça ne marchera pas, mais ça va aussi démobiliser les indépendantistes au moment où est-ce qu'on a besoin de mobiliser les gens autour du fait qu'on peut devenir et on doit devenir un pays. Donc ça, c'est mon approche. Il y a un autre rival dans la course qui s'appelle Guy Nantel. Il a beaucoup d'humour, beaucoup de notoriété. Oui. Qu'est-ce qui l'amène à la course actuelle à part de l'attention médiatique? Bien, je pense qu'il a quand même présenté de bonnes idées, mais je dois avouer qu'il a déclaré, notamment dans une entrevue, que pour lui, une élection, c'était un concours de popularité. Donc, il est vraiment, il a dit ça au micro de, je pense, Benoît Dutrisac, mais ça décrit vraiment une approche où on pense que la démocratie, c'est pas tant une question de compétence, c'est une question d'attirer l'attention par tous les moyens. Mais ça, en tout cas, c'est pas mon style, c'est pas ma croyance, c'est pas la tradition du Parti québécois non plus quand on pense à Lévesque, Parizeau, Bouchard, Pauline Marois, Bernard Landry.
Et ça a ses limites, à mon avis, parce que dans les faits, il faut maîtriser ces sujets. Faire de la politique négative ou de la politique spectacle pour être certain de faire la une, ce n'est pas toujours payant non plus sur le plan électoral. Son avantage, c'est la notoriété, Oui. que moi, j'ai moins parce que je n'étais pas humoriste avant de faire de la politique. Mais moi, ce que je réponds à ça, c'est de dire, peu importe qui sera le chef du Parti québécois lors des prochaines élections, il y a 2 millions de personnes qui écoutent le débat des chefs lors des élections. Donc, la notoriété, peu importe qui on choisit, le chef va l'avoir. Ce n'est pas la notoriété qui compte. C'est qu'est-ce que les gens vont penser de cette personne-là. Est-ce qu'ils vont en penser positivement ou négativement? Quelles sont les chances de rebâtir les appuis autour du Parti québécois? C'est ça la question de fond. Donc, ceux qui suivent la course, je suis en montée, je pense, me disent, on aime ce que tu fais, on aime ce que tu apportes, on aime le sentiment là, de constructif que tu apportes. Donc, moi, je pense que c'est plus ça qu'il faut regarder. Qui incarne quoi? Parce que la notoriété, peu importe qui on choisit, le chef du Parti québécois va l'avoir. Tout le monde écoute le débat des chefs. Vous avez aussi laissé sous-entendre lors du deuxième débat qu'un humoriste comme chef d'une formation politique, comme aspirant premier ministre, ça ne fait pas très sérieux et que certaines de ses blagues passées pouvaient laisser des doutes là, sur ses capacités d'agir comme législateur. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Moi, je pense qu'un humoriste peut se présenter en politique. Oui. Ces blagues passées, ça peut être un certain handicap, mais ce n'est pas majeur. Là, la situation est tout autre. C'est que Guy Nantel vend des billets pour ses spectacles jusqu'en 2021. Oui. On sait qu'il faisait des blagues, notamment, c'est parce que le sujet à ce moment-là, c'était les agressions sexuelles. On sait qu'il a fait des blagues sur des présumées victimes d'agressions sexuelles. Et là, on avait un débat, lui et moi, sur le fait qu'il voulait vraiment réformer le système judiciaire pour protéger davantage les victimes d'agressions sexuelles. Donc, évidemment, je pense que la question, elle est légitime. C'est de dire comment peux-tu, au cours des prochaines années, légiférer le jour sur des agressions sexuelles, puis le soir, faire des blagues sur des victimes présumées comme tu l'as fait par le passé. Donc, c'est pas tant son passé d'humoriste, c'est le fait qu'il désire ou qu'il doit, là, peu importe les raisons, dans les faits, il va continuer ses spectacles. Et moi, je pense que ça soulève, indépendamment de ses intentions, ça soulève, est-ce que c'est compatible? Quel impact sur le Parti québécois? Et je pense que c'est une question qui était légitime, puis il a répondu, à son avis, il n'y a pas de problème. Moi, je vois des enjeux, mais ça, ce sera aux membres de décider ce qu'ils en pensent. Mais au-delà de la tournée qui se poursuit, est-ce que ça ne peut pas un peu miner sa crédibilité comme législateur? On ne le sait pas. Moi, ce que je vois davantage comme problème, c'est pas son passé d'humoriste. Moi, j'ai un passé d'avocat, un autre peut avoir été professeur. Chacun a son emploi avant d'entrer en politique. Mais normalement, on fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai quitté mon emploi d'avocat. Je n'ai pas des dossiers le soir sur lesquels je travaille qui m'amèneraient peut-être en conflit d'intérêts avec mon travail de politicien. Donc, c'est plus la question de tenter de continuer les deux en parallèle qui est pertinente. Moi, j'accepte que quelqu'un ait travaillé comme comédien, comme humoriste ou comme avocat ou peu importe par le passé. On a chacun eu un travail. Lui, il plaide qu'à cause de la COVID, sa tournée se poursuit plus longtemps que prévu. Oui, mais ça, avant la COVID, il voulait des accommodements pour continuer ses spectacles. Il a toujours dit ça. Ouais. Là, il plaide ça sur la COVID, mais en fait, si on regarde les articles de janvier dernier, il demandait à la course de s'adapter pour lui, pour qu'il puisse continuer ses spectacles pendant la course. Donc, il a toujours défendu l'idée qu'on pouvait faire de l'humour et de la politique en même temps. Mais tu sais, comme je vous dis, ce sera aux membres de juger c'est quoi le meilleur intérêt du Parti québécois. Cela dit, vous pensez possible de pouvoir travailler avec les autres candidats et de les inclure dans votre équipe si vous gagnez la course? Il faut absolument tendre la main puis rassembler. Donc, ce sera à chacun de décider, comme dans le cas de Guy Nantel, il refuse de s'engager à demeurer au Parti québécois s'il perd. Mais de ce que je comprends de Sylvain et de Frédéric, eux, ils veulent rester. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, l'idée, c'est de tendre la main puis de collaborer. Là. Ça, c'est toujours la base. Puis j'espère pour le Parti québécois que ce sera pas que ce sera une course qui va nous donner de la stabilité. Moi, c'est ça mon engagement. Je dis souvent aux membres, je sais dans quoi je m'embarque et le Parti québécois a besoin de stabilité. A besoin d'un chef qui va demeurer parce qu'organiser une course à la direction à chaque 2-3 ans, là, premièrement, financièrement, c'est très difficile. Mais aussi, c'est que ça crée des déchirements, ça laisse des séquelles. C'est pas bon pour le parti parce que nos efforts, on devrait les placer non pas à convaincre nos membres qui sont déjà convaincus, on devrait être sur le terrain à parler à des gens qui ne sont pas parmi nous pour les convaincre de se joindre à nous. Puis malheureusement, moi je pense que c'est pas ça que ça permet, les courses à la direction. Donc il ne faut pas en avoir trop régulièrement.
ça nous prend de la stabilité puis un grand rassemblement au cours des prochaines années. Alors, nous vous présenterons la suite de cet entretien avec Paul Saint-Pierre Plamondon au cours des prochains jours. Maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, le nombre de décès depuis le début de la crise passe à 5 826. La santé publique signale 750 nouveaux cas dans les dernières 24 heures et en ce moment au Québec, il y aurait 212 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. De ce nombre, 37 personnes se retrouvent aux soins intensifs. Et dans la Naudière, le dernier bilan fait état de 40 nouveaux cas positifs dans les dernières 24 heures. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Madame Christine. Présente. Madame Lynn. Présente. Madame Julie. Présente. Madame Isabelle. Présente. Monsieur Évariste. Présent. Madame Karine. Présente. Monsieur Redouane. Présent. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez « Présent ». Bonjour tout le monde, ici Marcel Pufal pour le Marcel Show, une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé, le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Des milliers de personnes sont de retour au travail, parfois avec de nouvelles tâches ou dans un nouvel emploi. Dans ce contexte particulier, il est plus que jamais important pour les travailleurs, les travailleuses et les employeurs de bien connaître les consignes sanitaires, de les partager et de les appliquer à la lettre pour protéger la santé et assurer la sécurité de tous. Nous avons tous un rôle à jouer et la CNESST est là pour soutenir les milieux de travail dans leur démarche. Pour en savoir plus, visitez cnesst.gouv.qc.ca. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Lundi 28 septembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Normand Richard, Daniel Clément et Diane Darvaux. Alors, bonne fête à toutes ces personnes. Maintenant, tel qu'indiqué en manchette, lors de la dernière assemblée du Conseil de Sainte-Élisabeth, une résolution a été adoptée afin de bonifier la contribution de la municipalité au projet de travailleurs de rang. Les explications au sujet du maire de Sainte-Élisabeth, Louis Bérard. L'UPA a demandé à toutes les municipalités, M. Robert, une contribution pour le travailleur de rang, qui est un psychologue pour aider les agriculteurs soit en dépression ou en mauvaise situation. Si on peut dire comme ça. Il avait demandé 5 cents par citoyen. Nous, ici à Sainte-Élisabeth, étant donné qu'on est très, très élevé en pourcentage dans un milieu agricole, on a augmenté la contribution à 15 cents citoyens, c'est 3 fois le montant, pour donner une somme de 216,15 $ à l'UPA dans ce milieu-là. Juste avant de passer à notre deuxième pause, nous vous rappelons qu'il y a un avis d'évolution préventif sur une partie du territoire de Sainte-Geneviève suite à des travaux sur le réseau d'aqueduc dans le rang de la rivière Bayonne-Sud. Alors, les citoyens demeurant entre le 737 et le 941 rivière Bayonne-Sud doivent faire bouillir leur eau au moins 1 minute avant de la consommer. De même pour les résidents des rues Coulombe, Doucet, Martial et Boucher.
Et même chose pour les résidents dont la maison se trouve sur le rang des Cascades. Cela dit, nous passons maintenant à notre seconde pause. Bonjour tout le monde, ici Marcel Pufal pour le Marcel Show, une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé, le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Des milliers de personnes sont de retour au travail, parfois avec de nouvelles tâches ou dans un nouvel emploi. Dans ce contexte particulier, il est plus que jamais important pour les travailleurs, les travailleuses et les employeurs de bien connaître les consignes sanitaires, de les partager et de les appliquer à la lettre pour protéger la santé et assurer la sécurité de tous. Nous avons tous un rôle à jouer et la CNESST est là pour soutenir les milieux de travail dans leur démarche. Pour en savoir plus, visitez cnesst.gouv.qc.ca. M. André Dostalaire est décédé à l'âge de 78 ans à son domicile le 17 septembre dernier. Il était l'époux de Mme Thérèse Laforêt, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Nathalie, de même que ses deux petits-fils adorés, Marc-Antoine et Charles. Laisse aussi dans le deuil ses sœurs et son frère, Claire, Colette, Marcel, Pierre et sa conjointe Francine Thibault, Monique, Marie, de même que ses beaux-frères et belles-sœurs, Céline Laforêt, feu Alan Duncan, Maurice Laforêt et sa conjointe Denise Gadouri, Richard Laforêt et sa conjointe Guylaine Hérard, Clément Saint-André, feu Denise Laforêt, sa filleule Rosalie et son filleul Jean-François, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Il laisse également son fidèle compagnon de pêche, Mario, et ses collègues de travail avec qui il a partagé plus de 50 années de sa vie. Et en raison de la pandémie actuelle, une célébration aura lieu en toute intimité avec la famille. Merci de votre compréhension. Cela dit, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Alors lundi soir, nuageux avec orage dispersé, la probabilité d'averse pour la région de Berthier est de 70 % et la température prévue demeure élevée avec 20 degrés. C'est quand même assez chaud pour la saison. Et dans la nuit de lundi à mardi, passage nuageux et encore chaud pour la saison avec 19 degrés cette nuit. Mardi matin, 60 % de risque d'averse, mais les quantités de pluie attendues sont faibles. Le mercure demeure encore assez haut avec 19 degrés. Mardi après-midi, les risques d'averse grimpent à 90 %, alors on ne devrait pas y échapper. Environ 5 mm sont attendus. Ça demeure chaud pour la saison avec 22 degrés. Mardi soir, un autre 5 à 10 mm de pluie pourrait tomber et le mercure commencera tranquillement à fléchir et passera autour de 15 degrés Celsius. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale et merci de continuer de vous informer avec nous. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local.
Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.